Bonjour à tous. Il y a un problème de son. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver donc pour ce nouveau webinaire dans le cadre des webinaires du Handipact Île-de-France. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir voir comment travailler avec une maladie invalidante. Donc c'est un temps d'échange qui durera 1h30. On essaiera de tenir le timing. L'objectif de ce webinaire qu'on a organisé et préparé avec nos intervenants que vous voyez à l'écran, donc Mathilde Vion de l'ARCAT et puis Anne-Sophie Tusenski de Cancer at Work vont pouvoir nous aider à exposer ce qu'on peut faire finalement quand on a une maladie et on souhaite continuer à travailler, ou on revient et on souhaite reprendre sa vie professionnelle là où on l'a laissée quand on a dû s'arrêter. Je suis accompagnée pour ce webinaire de Jérémy Vaudel, qui nous a rejoint au niveau du Handipact Île-de-France il y a quelques mois et qui interviendra alors là aujourd'hui en distanciel, mais dès lors que nous pourrons nous revoir, ce qui ne devrait pas tarder en présentiel, sera aussi parmi nous. Merci. Pour l'ordre du jour de ce webinaire, pour l'ordre du jour de ce webinaire, nous l'avons conçu en 4 temps. Un premier temps pour revenir un peu sur la définition des maladies chroniques. Deuxième temps, on s'appuiera sur le retour d'expérience d'Anne-Sophie qui a créé une activité Cancer at Work, mais nous ferait part de son parcours de vie pour en arriver là. Nous ferons un point sur les aides du FIP, les dispositifs du FIP que vous pouvez mobiliser pour pouvoir accompagner vos collaborateurs qui pourraient être concernés. Et enfin, un dernier point avec Mathilde Vion, donc partenaire du FIP et de la GFIP dans le cadre des PASS, donc prestation d'appui spécifique sur les maladies chroniques, nous expliquera un peu aujourd'hui interviennent cette PASS, de quoi sont constituées toutes ces prestations et d'illustrer pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de comment aujourd'hui ces équipes peuvent intervenir à vos côtés pour appuyer le maintien ou le retour à l'emploi de vos collaborateurs en situation de handicap. Voilà, je vous propose de démarrer et je laisse la parole à Jérémy sur ce sujet. Merci. Alors, bonjour à tous. L'objectif, c'est d'abord, dans un premier temps, de savoir de quoi on parle quand on parle de maladies chroniques, puisque les maladies chroniques font partie des différentes typologies de handicap pour lesquelles on peut bénéficier d'une reconnaissance administrative et pour lesquelles il y a souvent besoin d'aménagement ou de principes de compensation à mettre en place pour permettre de continuer à exercer une activité professionnelle de façon pérenne et en tout cas assurée en termes de maintien. Donc, on repart tout d'abord de la définition légale de ce qu'est un handicap avec la loi du 11 février 2005 qui a défini que le handicap est défini par toute limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie en société qui est subie dans son environnement. Donc, la dimension de l'environnement et des conditions de travail rentrent en ligne de compte pour évaluer une situation de handicap. Donc, par cette limitation d'activité et en raison d'une altération, qu'elle soit substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, ou d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, cette définition, elle permet d'englober un large nombre de situations pour pouvoir les accompagner dans la durée. Ce qu'il faut retenir de la loi handicap de 2005, c'est que toute gêne, qu'elle soit plus ou moins compensée, peut faire l'objet d'une reconnaissance administrative du handicap, d'autant plus si elle a un emploi si elle a un impact sur l'emploi ou sur l'employabilité.
C'est-à-dire que des situations qui peuvent être aménagées et complètement compensées ne peuvent pas faire l'objet d'une reconnaissance administrative dans toutes les situations. Je pense par exemple à quelqu'un qui serait atteint d'une maladie chronique, on va dire le VIH par exemple. Peu importe les aménagements ou l'accompagnement que vous pourrez fournir, cette personne sera toujours considérée comme en situation de handicap, mais ça dépendra vraiment de son environnement et de ses conditions de travail. Pour être plus explicite sur ce que sont les maladies invalidantes, on va d'abord faire un petit balayage du paysage du handicap à travers la définition de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui, elle, a défini 5 grandes familles de handicap. La première d'entre elles, qui est la plus connue, c'est le handicap moteur, qui représente environ 45% des situations. Donc, dans le handicap moteur, on retrouve différents types de pathologies et différents types d'incapacités qui sont plus ou moins graves, qui peuvent être innées ou acquises, en l'occurrence à travers l'usure professionnelle ou les accidents du travail, les maladies professionnelles. Beaucoup de ces situations peuvent survenir après un certain nombre d'années d'exercice professionnel et elles peuvent être stabilisées ou évolutives. La deuxième grande famille de handicap, c'est le handicap sensoriel. Donc, ces deux familles de handicap, à elles seules, recoupent beaucoup des stéréotypes aujourd'hui qu'on peut avoir sur le handicap de façon générale. En l'occurrence, pour le handicap moteur, je vous ai mis sur le PowerPoint un petit icône d'une personne en fauteuil roulant. Ça reste très stéréotypé puisqu'il faut savoir que dans l'absolu, seulement 2% des personnes en situation de handicap sont en fauteuil roulant. Donc, ce ne sont pas les situations que vous allez le plus retrouver dans votre environnement de travail, de la même façon que pour le handicap sensoriel, qui comprend du coup le handicap visuel pour 5% des situations et le handicap auditif pour 8%. On a ce stéréotype de l'aveugle d'un côté, du sourd de l'autre, alors qu'il peut y avoir différentes pathologies liées à ces sens. En l'occurrence, par exemple, dans le handicap visuel, on peut tout à fait inclure des personnes qui sont atteintes de daltonisme. En fonction de la situation de travail, ça peut être une situation de handicap, ou alors pas pour les personnes atteintes d'un handicap auditif. On n'est pas forcément dans une perte de la capacité d'audition. On peut aussi trouver des pathologies, on va dire, un peu différentes, par exemple les acouphènes, qui du coup génèrent un bourdonnement ou des bruits sans pour autant qu'on ait une perte auditive. Donc, ces deux typologies de handicap, en tout cas, regroupent à elles seules beaucoup des stéréotypes qu'on peut avoir sur le handicap. Et la troisième qui génère du stéréotype, c'est le handicap mental, qui représente seulement 7% des situations. Donc, dans le handicap mental, on classe toutes les déficiences relatives à la sphère cognitive. En l'occurrence, si on va sur le stéréotype, on pense handicap mental, trisomie 21. Ça reste vraiment très stéréotypé dans la mesure où dans cette famille de handicap, on peut retrouver des troubles qui sont liés à la concentration, à la mémoire, qu'elle soit à court terme ou à long terme, à la projection, à l'anticipation, aux capacités émotionnelles et sociales. Tout dépend de la zone du cerveau qui est affectée ou en tout cas touchée. Donc ça, c'est pour les familles classiques de handicap. Et la loi de 2005 a permis d'intégrer 2 nouvelles familles dans la prise en compte administrative. La première d'entre elles, c'est le handicap psychique, qui aujourd'hui représente encore 13% des situations, mais qui a tendance à progresser ces dernières années, notamment à cause des situations de burn-out qui peuvent entraîner des conséquences à moyen et à long terme. Et dans le handicap psychique, on retrouve toutes les pathologies liées à la personnalité du bénéficiaire et les symptômes sont généralement comportementaux. Donc, on retrouve par exemple tout ce qui est de l'ordre des névroses, des psychoses. Donc, dans les névroses, on classe par exemple les TOC. Dans les psychoses, on peut placer la schizophrénie, la paranoïa. Donc, ce sont des pathologies pour lesquelles il peut y avoir un accompagnement médical, d'une part, et il peut y avoir aussi une intégration dans le milieu de travail qui peut se faire
en prenant les précautions nécessaires dans la mesure où il faut quelquefois aménager au niveau organisationnel vos situations. Et enfin, la dernière catégorie qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les maladies chroniques invalidantes qui aujourd'hui représentent 20% des situations. Donc les maladies chroniques invalidantes, ce sont quand même des pathologies qui peuvent être très variables tant dans leur nature que dans leurs conséquences, et elles sont marquées par une évolutivité plus ou moins forte, un caractère plus ou moins durable et surtout un caractère plus ou moins curable. En l'occurrence, pour vous donner quelques exemples de maladies chroniques invalidantes, on retrouve les allergies. Par exemple, une coiffeuse qui devient allergique aux produits de coiffure et peut être reconnue administrativement en situation de handicap le temps qu'elle engage une reconversion, qu'elle puisse exercer un nouveau métier, auquel cas, après, elle ne sera plus considérée en situation de handicap. On retrouve aussi le diabète insulinodépendant, l'épilepsie, les greffes, certaines formes d'hépatite, l'hypertension, la poliomyélite, les myopathies, le VIH. Et c'est une liste, bien évidemment, qui est non exhaustive, étant donné qu'il y a beaucoup de pathologies. Par exemple, aujourd'hui, on inscrit aussi dans les maladies chroniques invalidantes l'électrosensibilité, qui est donc la sensibilité extrême aux ondes électromagnétiques qui peuvent être dégagées par les téléphones portables, par le Wi-Fi, et pour lesquelles aujourd'hui, il est, par exemple, très difficile de trouver des traitements. La seule compensation qu'on peut réellement mettre en œuvre, c'est généralement de travailler dans des zones blanches, ce qui peut être compliqué dans nos environnements très modernes et très connectés. Et forcément, dans les maladies chroniques invalidantes, on retrouve aussi le cancer, les cancers invalidants, puisqu'on ne parle pas d'un cancer, mais des cancers, puisque chaque situation peut être différente et le cancer peut toucher différents organes, différentes parties. Alors, petit warning avant de continuer, puisque on peut aisément faire le lien entre des difficultés de santé et une reconnaissance administrative du handicap. Pour autant, ça dépend vraiment des situations individuelles, des contre-indications que connaissent les personnes, des environnements de travail dans lesquels elles sont inscrites, puisque une situation qui est totalement compensée et des contre-indications des contre-indications médicales qui ne sont pas incompatibles avec l'environnement de travail font que, logiquement, vous n'êtes plus en situation de handicap, puisque l'évaluation de la situation de handicap, c'est ce qui permet d'attribuer la reconnaissance administrative. Donc, il n'y a pas de principe d'automatisme entre une pathologie et une reconnaissance. L'idée, c'est vraiment de se dire, les MDPH ont donc les maisons départementales des personnes handicapées ont des professionnels en interne, des médecins, des équipes pluridisciplinaires qui sont là pour évaluer les dossiers. Donc, l'objectif, quand on accompagne des personnes qui sont dans des situations de maladie chronique et notamment de cancer, c'est plutôt d'être le plus descriptif possible sur les incapacités, sur les attentes et les besoins pour que la situation soit évaluée dans son ensemble. Si je peux me permettre, Jérémy, d'une manière générale, ce qui est important aussi, c'est de distinguer la situation de la personne quand elle est reconnue en situation de handicap et en amont. C'est-à-dire que le FIP, aujourd'hui, permet d'accompagner les personnes qui ont des restrictions médicales. Donc, pas uniquement des personnes qui sont reconnues en situation de handicap. Donc, c'est certes important de bien identifier qui sont les bénéficiaires, mais la détection et même la qualification d'une maladie invalidante n'est pas toujours. Il y a parfois une errance médicale dans certains cas, dans certaines maladies, un peu en amont, qui font que la personne elle-même ne sait pas, ne sait pas ce qu'elle a. Donc, il est aussi important de se dire qu'aujourd'hui, le FIP, et ça c'est vraiment une particularité publique, le FIP accompagne les agents qui ont des restrictions médicales, donc où on n'est pas forcément encore dans le handicap, entre guillemets, reconnu. On n'est pas toujours je ne sais plus comment on dit, mais symptomologie qui empêche de travailler vraiment, mais on peut peut-être parfois avoir des absences ou des problématiques de santé qui viennent
qui interviennent à certains moments du parcours. En tout cas, il faut savoir voilà, qu'il y a cette granularité à prendre en compte pour la prise en compte de ces maladies qui vont arriver à un moment de la vie, souvent, sans qu'il y ait forcément eu d'installation précoce ou de connaissances, enfin voilà, sauf quand voilà, c'est certaines pathologies. Mais en tout cas, voilà, il y a une apparition parfois très progressive qu'on ne maîtrise pas et un espace-temps qu'on ne maîtrise pas. Effectivement. Alors, pour le coup, en faisant ce petit focus sur le cancer, il nous a semblé important de d'abord redéfinir ce qu'était un cancer, en tout cas, à savoir que la définition la plus simple, c'est que c'est une maladie qui est provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et qui prolifèrent de façon excessive. Alors, le cancer, c'est quand même un terme générique qui recoupe un ensemble de pathologies effectivement très diverses, tant sur la forme que sur les conséquences, et qui pourtant partagent un ensemble de caractéristiques communes, et ça, quelle que soit la nature du cancer. Il y a des marqueurs, en tout cas, qui sont communs à toutes les situations de personnes qui sont touchées par un cancer. Il nous a aussi semblé important de pouvoir vous donner quelques informations chiffrées sur les cancers, puisque aujourd'hui, nous, on a fait ce choix de faire un petit focus sur cette situation de handicap, le cancer, parce que ce qu'on a pu observer, c'est généralement que les personnes qui sont atteintes partent dans un parcours de soins, donc sont absentes de vos organisations, et d'une part, il est déjà difficile de maintenir le contact avec la personne qui est inscrite dans ce parcours de soins. Et d'autre part, en fait, ça reste une pathologie où on se dit que quand la personne revient en emploi, elle peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique ou d'aménagement, mais qu'en gros, elle n'est plus concernée par sa situation de maladie. Si elle revient au travail, elle est logiquement soignée. Et pour autant, c'est quelquefois le cas, effectivement, et c'est quelquefois pas du tout la réalité, puisque à partir du moment où on a engagé des soins, on est quand même dans une période après où on peut avoir des conséquences, en tout cas définies sur une période, des conséquences liées à cette pathologie. Alors, quelques chiffres pour vous illustrer ça. Il faut savoir qu'en France, chaque année, on a environ 382 000 nouveaux cas de cancer. 382 000, ce qui est une proportion assez importante, et qui engendre en tout cas une quantité de situations très élevée, puisqu'il faut savoir qu'environ 3,8 millions de personnes en France vivent avec le cancer. 3,8 millions. Quand on sait que la population française, c'est environ 67 millions de personnes, 4 millions sur 67 millions, ça fait quand même une proportion qui est à considérer, en tout cas. Et un dernier chiffre sur les conséquences, puisque parmi ces 3,8 millions de personnes, on déplore chaque année 157 400 décès du cancer. C'est la première cause de décès en France. C'est effectivement la première cause de décès en France devant les autres pathologies. Les maladies cardiovasculaires. Ouais. Et le Covid. Et le Covid pour ces dernières années. Alors, l'idée, c'est pas d'être affolé devant des chiffres comme ça, mais plutôt de prendre en considération qu'il y a quand même des choses qu'on peut engager, avec notamment, je vous ai indiqué l'âge moyen de prise en charge pour un cancer. Alors, il est de 67 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. On pourrait se dire, du coup, on n'est pas forcément concerné quand on est employeur, puisque ce sont des personnes qui généralement sont sur leur phase de retraite, sauf que ce sont des âges moyens. C'est-à-dire que environ la moitié des situations vont apparaître après l'âge de 67 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes, mais il y a aussi une moitié de situations, la moitié des situations qui vont apparaître pendant que la personne est en emploi ou en tout cas est dans la période active de sa vie par la retraite.
Ce qui veut dire que sur les 157 000 nouveaux cas par an, 382 000 nouveaux cas par an, on peut estimer qu'il y en a environ 140 000 qui vont être directement concernés par des mesures de maintien dans l'emploi, par des adaptations de poste ou par des situations d'aménagement, en tout cas de compensation, puisque la moitié de ces personnes, demain, sont dans vos organisations et dans les entreprises privées. Un autre chiffre qui permet de mettre l'accent notamment sur la prévention du cancer et la prévention en entreprise ou dans les organisations tout court, puisqu'il faut savoir qu'il y a tous les ans 44 000 cancers qui pourraient être évités. Ce sont les 44 000 cancers qui sont liés au tabac. Et quand je dis 44 000 cancers, c'est plutôt 44 000 décès liés au tabac tous les ans. Donc 44 000 sur les 157 000 décès annuels. Ce qui veut dire que un petit tiers des décès aujourd'hui du cancer sont liés au tabac. C'est la première cause évitable, en tout cas dans les entreprises. Donc, ça permet aussi de se dire que si on met en œuvre des actions de prévention, de sensibilisation, d'accompagnement des agents, notamment sur l'arrêt de la consommation de tabac, on peut participer collectivement à la réduction de ces chiffres pour arriver à des taux qui seraient moindres et qui permettraient quand même d'envisager l'avenir plus sereinement. Alors, pour envisager l'avenir plus sereinement, je vous ai aussi placé un autre chiffre qui est notamment le taux de survie des personnes atteintes d'un cancer de la thyroïde. Quand on parle de taux de survie, on est sur un taux de survie à 10 ans. Donc, il faut savoir que, par exemple, pour les personnes atteintes du cancer de la thyroïde, il est de 92%. Certains cancers se soignent très bien, on va dire, puisque avec des résultats comme ceci, on plus de chances de rester en vie que de décéder du cancer. Et alors que d'autres sont plus compliqués à traiter, notamment parce qu'ils génèrent peu de symptômes avant la phase terminale. Je pense au cancer du pancréas, par exemple, ou au cancer du foie, qui sont des cancers qui sont plus difficiles à traiter et pour lesquels les taux de survie sont moins importants. Pour les femmes, par exemple, il faut savoir que le taux de survie à 10 ans pour un cancer du sein, il est de 93%. Donc, ça nécessite, là encore, d'engager des démarches de prévention. L'État s'occupe de faire de la prévention, notamment à travers des campagnes télévisées, mais dans les organisations, au sein des collectivités, on peut aussi, là encore, travailler avec les médecins du travail pour prévenir certaines formes de cancer. Alors, toute cette prise en charge, tous ces soins ont un coût, puisqu'il est de 5,1 milliards d'euros par an, juste pour la prise en charge du cancer en France, ce qui est quand même une somme conséquente. Et malgré, vous voyez, cette forme de compassion naturelle ou en tout cas d'empathie qu'on peut avoir avec des personnes qui sont victimes d'un cancer, il faut quand même savoir que il y a encore 9% des personnes atteintes qui aujourd'hui disent qu'elles ont été victimes de rejet ou de discrimination à cause de leur maladie. Ce rejet ou cette discrimination, elle peut s'exprimer dans leur vie privée, dans leur entourage plus personnel, mais elle arrive surtout dans les environnements de travail, et notamment parce qu'on peut, généralement, on peut avoir peur de l'effet, en tout cas des conséquences qu'auront le cancer sur la capacité à tenir un emploi et à le tenir de façon durable. Juste par rapport à ce chiffre-là, il est peut-être aussi à entendre du point de vue de l'évolution, c'est-à-dire que il y a certains types de handicap, comme de maladies invalidantes, qui sont un peu dormantes et qui peuvent générer à un moment donné des crises ou des périodes de soins. Et
on a beaucoup de personnes qu'on rencontre qui craignent d'être empêchées dans leur carrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils évoquent une fragilité de santé qui pourtant n'a aucune conséquence au moment où on peut en parler à son employeur, déjà l'employeur va se dire oh là là, s'il a cette maladie, il va être en arrêt, donc en fait je lui fais moins confiance et je vais pas empêcher sa carrière, mais en tout cas la crainte elle est vraiment dans un effet de stigmatisation à la fois de oh mon pauvre et à la fois bon bah alors ça veut dire qu'il va s'absenter à un moment donné, donc le poste, il ne l'aura pas. Voilà. En tout cas, c'est les craintes qu'on nous remonte de manière assez générale pour la partie, je dirais, handicap, et qui s'illustre aussi sur certains types de handicap. Moi, je pense à tel type de cancer, le cancer du sang notamment, où vous avez différents stades et vous avez des stades où en fait c'est invisible. Pendant des années, ça peut être invisible et dormant. Donc, l'employeur ne se doute pas de la situation et souvent, on va dire que la personne va préférer le cacher plutôt que d'en parler, en tout cas en fonction de l'environnement dans lequel il est. C'est toujours pareil, hein. C'est vraiment une question d'environnement. Et je pense que le témoignage d'Anne-Sophie sera assez parlant sur ce sujet. Effectivement. Alors, justement, on évoquait les conséquences de ces maladies, de ces pathologies. Et parmi les conséquences possibles, il y en a de diverses sortes, hein. On trouve notamment des problématiques liées à la chirurgie qu'ont pu connaître les personnes. Je pense notamment aux femmes qui ont eu un cancer du sein, qui ont eu une ablation du sein. Elles ont régulièrement, ou elles peuvent avoir en tout cas des douleurs chroniques, une perte de mobilité ou de motricité au niveau des épaules et du bras. Il y a encore des chirurgies orthopédiques ou dans des cas un peu plus interne, on va dire, dans l'absolu, il peut y avoir des dérivations de l'appareil digestif qui entraînent, par exemple, le port d'une poche au quotidien avec les conséquences que ça entraîne. Notamment, je pense par exemple, ce sont des situations qui peuvent être quelquefois compliquées à aménager. Je pense à la poche quand on travaille dans des environnements stériles ou en tout cas des environnements où il y a des contraintes sanitaires importantes. Je pense par exemple à l'industrie agroalimentaire. C'est très compliqué de favoriser le maintien dans l'emploi avec ce type de dispositif. C'est pas impossible, mais ça reste compliqué. Il y a des contraintes au quotidien, notamment de mobilité, le port de prothèses, par exemple. Il y a souvent une fatigabilité importante des personnes qui connaissent, qui connaissent un cancer, une fatigabilité importante d'une part et une grande fatigue d'autre part. C'est vraiment deux principes différents, c'est-à-dire qu'il y a une fatigabilité qui est liée au côté rémission, guérison, et il y a une fatigue qui est liée à la guérison et une fatigabilité qui est liée à la dépense d'énergie au quotidien. Ça peut aussi entraîner des douleurs chroniques qui, même si on n'est plus en phase de soins, peuvent perdurer sur quelques mois dans certaines situations, des problèmes sexuels qui peuvent conduire à une infécondité, et surtout, et c'est une des conséquences qui est le plus à prendre en compte dans l'accompagnement, c'est l'impact psychologique, puisque ça peut vraiment être vécu comme un traumatisme, notamment l'annonce de la maladie. Et quand je dis traumatisme, c'est vraiment un mot qui est fort, mais qui peut vraiment être vécu comme ça, puisque derrière le cancer, il y a souvent aussi pas mal d'idées que c'est un pronostic de mort qu'on nous fait très clairement. Et du coup, la concrétisation d'une mort potentielle, à ce moment-là, peut vraiment impacter psychologiquement très fortement, avec des troubles cognitifs qui s'en suivent, hein, que ce soit en termes de mémoire, de concentration. Ça peut entraîner des troubles psychiques aussi, hein, une dépression. Et c'est surtout qu'un traumatisme, en fait, ça nécessite vraiment une prise en charge plus spécifique, puisqu'un traumatisme, ce n'est pas un choc. Un traumatisme, c'est un événement qui vient percuter votre psyché
et qui vous oblige dans un certain sens à vous reconstruire derrière, à réparer cette psyché en plus de réparer le corps. Donc c'est vraiment un accompagnement sur plusieurs dimensions qu'il faut proposer aux collaborateurs qui sont dans ces situations. Alors, vous allez me dire, un accompagnement sur plusieurs dimensions, il est bien gentil, mais c'est comment on fait aujourd'hui? Eh ben, c'est justement la question que nous, on s'est également posée. Comment on peut accompagner au mieux les personnes dans la durée, puisque l'idée, c'est comme on est dans le cadre d'une maladie chronique invalidante, il y a toujours un critère d'évolutivité à prendre en compte. Donc, c'est accompagner au mieux au moment du retour à l'emploi, accompagner au mieux pendant les soins et accompagner au mieux après cette phase de soins et ce retour à l'emploi pour anticiper les problématiques futures. Alors, on a tenu lors de ce webinaire à avoir un témoin qui pourrait nous partager sa réalité, en tout cas, et sa perception, qui a été confrontée à une situation de cancer. C'est Anne-Sophie Kuzinski, la fondatrice de Cancer at Work. Bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Alors Anne-Sophie, quand on a préparé le webinaire, vous m'avez raconté votre parcours et il y avait vraiment des choses intéressantes puisque ce cancer, vous l'avez vécu comme prise d'un certain côté, mais aussi comme une opportunité. Est-ce que justement vous pourriez nous partager un peu votre parcours, votre histoire? Avec plaisir, Jérémy. D'abord, merci pour votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez insisté effectivement sur le fait que nous sommes nombreux en France chaque jour et dans le monde à apprendre que nous avons un cancer et plus largement, nous sommes nombreux à apprendre que nous sommes touchés par une maladie grave ou chronique. 15% de la population active est directement concernée. En tout cas, ce sont les chiffres de 2018 et on attend 25% d'actifs. Un quart de la population active concernée à horizon 2025, c'est énorme. Les conséquences sont effectivement délétères pour les personnes, pour les employeurs, mais aussi pour notre système de santé, puisqu'on se prive finalement de cotisants. Et puis, mais en revanche, effectivement, si on s'applique à regarder la maladie autrement, on peut en faire probablement une opportunité, une source de gagner des compétences et des qualités qui peuvent être précieuses dans le monde du travail. Et ça a été mon cas. Moi, j'ai 15 ans, j'avais à l'époque, il y a 10 ans, 15 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de l'emploi, du travail temporaire. Et j'ai appris le 7 mars 2011 que j'étais atteinte d'un cancer du sein qui allait m'éloigner pendant de nombreux mois de l'emploi pour subir des traitements assez lourds. Et ces compétences professionnelles et cette expérience de vie m'ont amené effectivement à fonder le club d'entreprise qui est Cancer at Work, qui aujourd'hui regroupe une centaine de membres et plus récemment une start-up de malades au sens propre comme au sens figuré. Donc finalement, cette expérience de vie a révélé chez moi l'audace d'entreprendre, ce dont je me privais depuis plusieurs années, puisque j'ai beaucoup créé et entrepris pour le compte de mes employeurs. J'avais toujours eu envie de créer mes propres initiatives, mais j'avais peur de le faire. Et vous le disiez très justement tout à l'heure, Jérémy, quand on vous annonce que vous avez un cancer, c'est encore beaucoup le mot mort qui résonne. Et c'est aussi finalement une occasion de rappeler que tout peut s'arrêter très rapidement et de se dire finalement qu'est-ce que je risque à réaliser ce dont j'ai envie. Alors, justement, dans votre parcours, vous me racontiez que vous aviez un travail intéressant, stimulant, et que quand vous avez appris justement la nouvelle de votre cancer, vous m'avez parlé de votre réaction. En l'occurrence, vous en avez parlé d'abord à votre famille et ensuite, très rapidement, vous en avez parlé à votre employeur.
Oui, alors c'est vrai que la maladie s'est révélée chez moi de manière très rapide. J'ai pris ma douche le 7 mars comme à peu près tous les matins. J'ai senti une boule dans mon sein. J'ai pris contact avec mon gynéco qui m'a envoyé faire une mammographie et le soir même, vers 16 h, on m'apprenait que j'avais 95% de risque que cette boule soit un cancer. Donc, j'ai appelé d'abord mon mari et puis je suis retournée au bureau puisque je travaillais à l'époque et le centre de radio était tout près de mon lieu de travail. J'ai croisé mon patron et qui m'a dit Anne-Sophie, vous avez une petite mine. Et je lui ai écouté, Jean-Paul, on vient de m'annoncer que j'ai 95% de risque d'avoir un cancer. Donc, effectivement, je l'ai dit très vite et très spontanément à mon manager, mais aussi à mes collègues et à tous ceux qui m'entouraient dans le cabinet de 15 personnes dans lequel je travaillais à l'époque. Alors, justement, c'est intéressant, le fait que vous ayez très rapidement annoncé à votre employeur, puisque vous l'annoncez le jour même où vous l'apprenez, ce qui n'est pas commun dans l'absolu. Qu'est-ce qui vous conduit à justement en parler? Quelles étaient les conditions qui ont fait que vous avez pu en parler facilement à votre employeur, à vos collègues? Alors, vous avez raison d'insister sur le fait que ça n'était pas commun. À l'époque, d'ailleurs, on ne lisait même pas le mot cancer à l'époque dans les médias. On ne parlait que de longues et douloureuses maladies. C'est moins le cas aujourd'hui, même si le sujet reste encore largement tabou. Chez Canceratoire, on mène des études tous les 3 ans auprès d'un échantillon représentatif de la population active sur les perceptions et les attentes s'agissant des maladies graves et chroniques au travail et notamment des cancers. Et on a encore une personne sur 2 qui déclare en 2021, à l'automne 2021, ne pas envisager d'évoquer le sujet avec son employeur. Donc, le poids du tabou reste encore très fort. Ça veut dire qu'il y a encore un actif sur 2, une personne sur 2 qui travaille, un agent sur 2 qui, si demain, il ou elle apprend qu'elle a un cancer, n'ouvrira pas le dialogue. Donc, on a beaucoup de travail de sensibilisation, comme vous le faites aujourd'hui, à mener pour que la parole se libère. Alors, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, je pense qu'il y a des facteurs liés à l'entreprise dans laquelle je travaillais réellement qui ont permis cette parole libérée et des facteurs qui me sont propres. Les facteurs liés à l'entreprise, c'est la confiance, l'environnement vraiment de confiance dans lequel je travaillais à l'époque et je travaille toujours aujourd'hui, en tout cas je m'y applique en tant que chef d'entreprise. Je n'imaginais pas en fait ne pas poser un problème ou un sujet quand il advenait. Je n'imaginais pas que nous ne trouverions pas ensemble des solutions pour y faire face. Donc vraiment, je l'ai dit de manière très spontanée et je l'ai dit à mes équipes, mais avec l'autorisation de mon patron, je l'ai dit aussi à mes clients parce que j'ai un profond respect pour les entreprises et les personnes avec lesquelles je travaille. Et je savais que j'ai eu cette chance, ce qui n'est pas toujours le cas, d'avoir 3 semaines entre l'annonce et ma première chimiothérapie. Donc, j'avais un petit peu de temps finalement pour organiser les choses et je n'imaginais pas ne rien dire pendant 3 semaines et disparaître du jour au lendemain pendant plusieurs mois. Ça me semblait impossible. Dans le conseil, vous le savez aussi bien que moi, Jérémy et Estelle, les missions qu'on mène ne souffrent pas d'attendre des mois une absence et un retour au travail. Donc, j'ai posé le sujet, d'abord en interne, mais aussi à chacun de mes clients, en leur expliquant ce qui se passait et en leur proposant des solutions pour que les missions continuent à être menées à bien pendant mon absence. Donc, c'est vraiment ces 2 facteurs vraiment liés à l'entreprise. Et ça, je pense que chacun d'entre nous sommes en capacité finalement de les créer, ces conditions de confiance qui ouvrent le dialogue et puis probablement quelque chose plus lié à ma personne et à ma manière d'opérer. Alors, du coup, comme vous nous le disiez, vous avez pu
on va dire, anticiper un petit peu votre période de soins, puisque vous avez eu 3 semaines pour préparer justement cette transition et accompagner au mieux vos clients et vos collègues. Et du coup, qu'est-ce qui a été fait par votre employeur? Comment vous avez pu être accompagné pendant la phase de soins et ensuite au moment de votre retour? Alors déjà, la préparation de cette absence, pour moi, ça a vraiment été un gain de sérénité pendant les traitements. Et je pense que j'avais l'esprit beaucoup plus libre pour pouvoir me concentrer sur les traitements et ma survie et sur ma famille. Donc, ça a été vraiment quelque chose d'important. Alors, ce qu'a mis en place mon employeur, d'abord, c'est un backup administratif total qui a été extrêmement précieux puisque je n'avais pas à me préoccuper de toute la gestion administrative, de ce qui allait se passer au niveau de la prise en charge de mon salaire. Je savais que lui gérait et m'informait au fil du temps de ce qui se passait et ce que je devais, moi, en l'occurrence, faire. Ça a été quelque chose d'extrêmement important pendant cette absence. Et donc, ça m'a permis eh bien, de maintenir le lien. Enfin, plutôt, ça a autorisé finalement mon entourage professionnel à maintenir le lien pendant mon absence. Mes collègues comme mes clients m'ont demandé si, très simplement, dans ces 3 semaines, si, ils pouvaient prendre des nouvelles. Je leur ai dit très volontiers. Et donc, finalement, il y a un lien extrêmement fort, peut-être même, et c'est sûr, plus fort que les liens qui préexistaient avant la maladie, qui se sont créés, tant au niveau des relations humaines que même au niveau business, en l'occurrence, puisque je crois qu'il y a eu vraiment une envie de me soutenir dans cette épreuve. Tout le monde connaissait mon intérêt, enfin, j'aime beaucoup mon travail et tout le monde savait que j'avais à cœur de revenir au travail. Et donc, finalement, eh bien, les clients ont donné au cabinet plus de missions, encore plus de missions pour préparer mon retour dans les meilleures conditions. Donc, c'était vraiment un élan humain extrêmement fort. Et puis, du coup, en maintenant ce lien pendant toute mon absence, au final, quand je suis revenue dans une entreprise dans laquelle j'avais encore des liens, je n'avais pas perdu pied, je savais quelle formation avait été pensée, quels nouveaux outils avaient été mis en place, donc je n'étais pas perdue à mon retour au travail et en plus je me sentais attendue, donc c'est plutôt agréable et qui augure d'une reprise facilitée. Alors, j'entends effectivement que le maintien du lien pendant la période de soins a été quelque chose d'essentiel et on va dire de primordial dans votre bon retour vers l'emploi, on va dire, votre retour à l'emploi de façon sereine. Est-ce que derrière, vous avez bénéficié d'aménagement de poste, qu'il soit organisationnel? Est-ce que vous aviez besoin d'aménagement en termes d'outils, de fauteuils, par exemple? Enfin, non, alors, pas tout de suite. Et pour le coup, je pense que ni mon employeur ni moi n'étions au fait des dispositifs qui existaient sur le sujet. Donc, on a repris à tâche on a continué nos échanges et repris à tâche pour préparer mon retour. J'ai bénéficié d'une visite de reprise, même pas d'une visite de pré-reprise, puisque personne ne m'en a parlé, ni temps partiel thérapeutique, ni comment dirais-je, ni, alors à l'époque, ça n'existait pas, mais pour le coup, j'en ai bénéficié, ce rendez-vous de liaison là, qui vient d'être mis en place dans le cadre de l'évolution de la loi de santé au travail. Donc, mon retour, nous l'avons préparé ensemble, mais sans avoir d'appui réellement sur des dispositifs ou des aménagements de temps, tout simplement parce que je crois que dans une PME qui n'a jamais été confrontée au sujet, on ne les connaît pas et donc on ne les mobilise pas. Néanmoins, mon retour au travail s'est très bien passé. Il n'a pas duré très longtemps puisque j'ai été très vite interpellée sur le sujet des cancers et des maladies au travail et j'ai trouvé l'audace de m'engager sur ce sujet. effectivement, puisque
dans notre échange, on avait vu effectivement que votre période de soins, elle avait duré à peu près 9 mois, il me semble. J'ai été absente 9 mois, effectivement, donc à peu près de mars à décembre 2011. Et qu'au terme, effectivement, de votre retour, c'est-à-dire à peu près un mois, vous avez senti que vous étiez appelé pour d'autres choses, en l'occurrence créer Cancer at Work. Est-ce que vous pouvez nous dire comment Cancer at Work aujourd'hui peut accompagner les employeurs ici présents, le concept et ce qu'il en découle du coup de votre structure? Effectivement, j'ai été appelée très rapidement sur le sujet à la fois par les patients que je fréquentais et qui étaient confrontés à des difficultés dans les relations avec leur employeur et leur vie professionnelle, mais aussi par les entreprises avec lesquelles je travaillais qui étaient, je crois qu'on peut dire, submergées par de nouvelles situations et qui ne savaient pas comment faire face à ce sujet qui s'invite dans la vie de l'entreprise alors qu'on vit dans des mondes santé et travail qui sont extrêmement cloisonnés. Et donc, j'ai décidé de créer ce club de dirigeants, d'abord pour faire exister le sujet de la maladie dans le monde du travail, proposer la signature d'une charte d'engagement qui finalement symbolise l'engagement des employeurs à mieux concilier maladie et travail et reconnaître un sujet qui n'existe pas dans le monde du travail et puis mettre à disposition non pas des outils sur étagère, c'est pas ce qu'on fait chez Cancer at Work, mais des clés d'engagement dans l'action. Parce que nous avons des convictions profondes, à la fois tout le conseil d'administration, le club est aujourd'hui présidé et depuis 2013 par Philippe Seil qui dirige l'entreprise Foncia. Nous sommes 6 administrateurs et le club compte une centaine de membres. Une des convictions qu'on partage, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite pour mieux concilier les maladies graves et le travail. Il y a des situations qui sont toutes uniques. Ce qui est important pour entrer en action, c'est de comprendre ces situations, de comprendre finalement quels sont les besoins des agents ou des salariés concernés et de construire finalement avec eux les solutions adéquates. Alors, Cancer at Work met à disposition une méthodologie d'engagement dans l'action, un outil de barométrie pour mesurer les attentes des salariés et puis une dynamique d'atelier pour construire un plan d'action adapté. Je vous cite un exemple dans une entreprise industrielle très rapidement. Cette entreprise industrielle de 250 salariés présente dans la région Normandie est confrontée, puisqu'elle a 80% de salariés qui sont des femmes et des ouvrières, donc très concernée par les cancers du sein et les maladies cardiovasculaires que vous évoquiez tout à l'heure. Je rappelle que les cancers du sein sont la pathologie la plus représentée en nombre dans la population active. Ils touchent 50 000 femmes chaque année et qui sont pour une grande partie d'entre elles, plus de 50% en âge d'être active. Donc, une entreprise massivement touchée par le sujet, un taux d'absentéisme énorme et une dirigeante qui s'interroge sur ce qu'elle peut mettre en œuvre. Elle signe la charte Cancer at Work, on se retrouve au cœur de l'usine pour sensibiliser les salariés sur le sujet, mais surtout leur dire, dans cette entreprise, si vous êtes confronté à une maladie grave, vous pouvez en parler. Quels sont vos besoins, quelles sont vos difficultés? La difficulté remontée, sans surprise, dans une entreprise industrielle, c'est de tenir les cadences de production. Et quand on vient au traitement d'un cancer du sein, on est fatigué. Alors, je ne veux pas tirer de généralité, mais on est souvent fatigué, on a des difficultés de concentration, parfois des pertes de mémoire. Et quand on a subi comme une mastectomie, des difficultés à avoir un geste répétitif, surtout de manière cadencée. Donc, la proposition d'action des salariés dans cette entreprise, eh bien, c'est de mettre en place une chaîne sans cadence sur laquelle chaque personne qui en a besoin peut se rendre. Moi, je vous le dis sincèrement, j'ai cru à ce moment-là de l'histoire que tout allait s'arrêter. Je me suis demandé quel dirigeant d'entreprise
allait accepter de mettre en place cela. La dirigeante l'a fait. Elle a décidé de créer ce qu'elle appelle un atelier école au cœur de l'usine. Et ça a eu deux effets. D'abord, ça a permis de rassurer les salariés directement concernés et leur permettre de retrouver un rythme de travail adapté pour revenir ensuite, quelques temps plus tard, sur les chaînes de production classiques. Mais ça a aussi eu un effet sur les autres salariés. Les autres salariés se sont dit, si demain je suis moi-même concernée, alors l'entreprise dans laquelle je travaille ne va pas me jeter dehors, elle va tout faire pour aménager mon poste. Et c'est vrai dans des entreprises privées et c'est vrai aussi dans la fonction publique ou dans les administrations. Et donc, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé un regain d'engagement extrêmement fort, une baisse colossale du taux d'absentéisme, moins 8 points en 3 ans, et donc finalement une performance très largement augmentée de l'entreprise. Effectivement, ce sont des choses qu'on voit un peu dans toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. À partir du moment où l'employeur engage des actions pour maintenir dans l'emploi, favoriser les bonnes conditions de travail, prendre en compte la santé des agents ou des collaborateurs, il y a souvent une dynamisation de la performance sociale, de la performance collective, et qui enchaîne justement derrière, qui entraîne une performance qu'elle soit industrielle, une performance dans le tertiaire, mais en tout cas une performance importante à un niveau collectif et des résultats plus importants, et ainsi qu'un sentiment de justice organisationnelle qui renforce en tout cas le sentiment d'appartenance et la fierté de faire partie de ces organisations. Moi, j'avais une… Allez-y, Anne-Sophie. Non, je voulais juste te dire, c'est ça ce que propose Canceratoire. C'est l'engagement dans l'action et les rails, en fait, pour réussir. Moi, j'avais une question. Je revenais un peu sur votre témoignage parce que ça implique qu'à un moment donné, vous disiez que vous vous sentiez en confiance pour en parler. Oui. Et est-ce que parfois le fait de dire qu'une maladie invalidante peut être reconnue comme un handicap, c'est pas un frein? Est-ce que vous avez fait cette démarche de RQTH? Et si vous l'avez fait, qu'est-ce qui vous a invité à le faire sans que vous soyez… qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté de le faire? Alors, je l'ai faite, effectivement, je vous le disais tout à l'heure, je suis dirigeante TIH. Je ne suis pas très fière de ce que je vais vous dire, mais je vais vous le partager quand même. D'abord, quand les entreprises avec lesquelles je travaillais, qui sont plutôt des grandes entreprises publiques et privées, historiquement, m'ont dit « Anne-Sophie, tu devrais réfléchir à une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. » Malgré ma grande expérience dans le secteur de l'emploi, j'ai dit « Quoi ?» Je ne savais pas ce qu'était une RQTH parce que je n'y avais jamais été confrontée en réalité. Et j'étais même restée au terme Cotorep. Alors, il faut se replacer 10 ans en arrière. Il n'est pas si loin finalement. Et ensuite, j'ai eu des réactions en cascade et j'ai dû réellement faire un travail sur moi-même. La première réaction, ça ne m'a pas fait rêver de passer de la case cancer à la case handicap, en tout cas pas tout de suite. Et je crois d'ailleurs que tous les éléments de langage autour de la notion de handicap ont largement contribué à cet état de fait. J'écoutais attentivement ce que disait Jérémy en début de ce webinaire. On ne parle que de limitation, de difficultés, de compensation. On met en exergue tout ce qui est moins. Je le résume un peu à la hache, mais c'est ça que j'ai entendu au final à l'époque, et moins, en tout cas plus que ce statut va finalement être une clé pour redéployer ton projet professionnel de manière, ou déployer ce nouveau projet professionnel de manière efficace. Le deuxième sentiment que j'ai eu, c'est de me dire, quand j'ai compris ça, mais en fait, je ne suis pas légitime. Oui, j'ai des conséquences de ce cancer, elles sont importantes. Hein. En l'occurrence, la mobilité du bras gauche,
des difficultés de concentration, des pertes de mémoire. Et quand je dis perte de mémoire, c'était assez violent d'ailleurs, hein. Personne ne m'en avait parlé ni à l'hôpital, ni au retour au travail. Mais quand vous revenez en janvier 2012 dans l'entreprise, que vous croisez quelqu'un qui vous dit « Anne-Sophie, quel plaisir de te retrouver » et que vous ne savez pas qui vous parle, c'est assez déstabilisant. Et puis des fatigues qui sont très chroniques et lancinantes et qui perdurent 10 ans après. C'est-à-dire que chaque matin, quand je me lève, je ne sais pas si je vais être fatiguée ou pas, même si j'ai bien dormi la veille. Donc, je n'avais pas conscience, en fait, ou en tout cas, je ne me sentais pas légitime. J'avais le sentiment que toutes ces conséquences, même si elles étaient importantes, elles étaient gérables et que j'avais en moi les capacités d'adaptation et qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup plus besoin que moi de ce statut de travailleur handicapé. Donc, il a fallu aussi que je comprenne, lors de discussions avec des référents handicap et des responsables de mission handicap beaucoup plus aguerris que moi sur le sujet, que je ne prenais la place de personne et que ce statut, il était temporaire, que la situation serait révisée régulièrement et qu'effectivement, c'était une clé hyper importante pour moi de maintien dans l'emploi ou en tout cas de soutien à mes nouveaux projets professionnels. Donc, j'ai fait le choix de faire cette RQTH. On est peu nombreux, je pense, quand on est cadre, on est encore moins nombreux à se saisir de cette RQTH. Mais pour moi, ça a été clairement un précieux sésame et je témoigne bien volontiers sur ce sujet. Et j'essaye chaque jour de convaincre des personnes malades, en tout cas de le considérer comme un dispositif à part entière, parce que tous les jours, quand je parle de ce dispositif à des personnes malades, elles me disent « Ah mais non, Anne-Sophie, moi je suis malade, je ne suis pas handicapée ». Ce qui en dit long sur les représentations que nous portons sur les personnes handicapées en général. C'est aussi pour ça que dans tout ce que je fais depuis 10 ans, je m'applique vraiment au quotidien à faire émerger les plus. Ce qu'on gagne dans une expérience de vie comme celle d'un cancer ou ce qu'on gagne dans la confrontation à des événements de vie difficiles. Ma conviction, qui est plus qu'une conviction, puisqu'on en fait la preuve au quotidien dans les accompagnements que nous menons, c'est que dans ce type d'expérience de vie, on gagne des compétences et des qualités. Alors, je me suis amusée un jour à prendre le top 10, le top 10 des compétences recherchées par les recruteurs, qui est quand même mon métier d'origine. Donc, vous savez qu'il y a des instituts, des cabinets, des journaux qui, chaque année, font la liste de ce que recherchent le plus les recruteurs. Et particulièrement dans un monde qui se digitalise beaucoup, qu'est-ce qu'on va chercher aujourd'hui? C'est les fameuses compétences douces, les fameuses soft skills chez les candidats. Quand vous êtes confronté à un cancer ou à une maladie grave ou chronique ou un événement de vie difficile ou un événement heureux d'ailleurs, hein, comme une maternité, vous voulez développer ces compétences et vous les développez réellement de manière augmentée. La capacité à prendre du recul, la gestion des priorités, l'écoute, l'empathie, l'humanité, toutes ces compétences et qualités, vous les développez. Et finalement, c'est aussi ce que nous essayons chez Canceratoire et chez Wikaratoire, qui est ma deuxième vie entrepreneuriale, hein, cette start-up de malades. Chaque jour, en fait, nous nous appliquons aussi à considérer la maladie autrement, à considérer ce qu'elle va pouvoir apporter. Et les équipes, elle apporte toutes les compétences et qualités que je viens de vous évoquer, mais plus encore, elle nous aide vraiment à gagner en agilité, à innover. Je vais vous raconter très rapidement ce qui s'est passé le 16 mars 2020. Jérémy qui dit elle est trop bavarde. Très vite. On doit pouvoir laisser à Mathilde le temps de prendre la parole également. Chez Wikaratoire, on lance l'entreprise fin 2019. Et notre offre, c'est une offre de conseil, de formation et d'accompagnement individuel ou collectif en présentiel. On recrute une équipe, on fait une levée de fonds en amorçage et on se lance. Le 16 mars 2020, on nous apprend qu'on est confiné. Et tout notre chiffre d'affaires prévisionnel, ce qui fait que notre entreprise va vivre et se développer,
tombe d'un coup à zéro. En quelques jours, parce que je crois fondamentalement que dans notre équipe qui est constituée majoritairement de malades et d'aidants et de travailleurs handicapés, donc, on est habitué à faire face à des annonces difficiles. On se réunit, on pose tous les sujets personnels et professionnels, on se met au travail et 2 semaines après, toute notre offre est transformée en distanciel et quelques mois plus tard, une plateforme numérique d'accompagnement de la maladie au travail qui s'appelle Alex naît. Voilà, je crois sincèrement que sans ces expériences de vie, notre entreprise peut-être ne serait plus là aujourd'hui. Sophie, sur ces mots, je vous remercie beaucoup de votre témoignage qui permet aussi d'illustrer que quand on connaît un coup dur quelquefois, on peut aussi essayer de transformer ces situations en opportunités ou en tout cas à développer sa résilience pour continuer à avancer et essayer d'avancer le plus positivement possible. Merci beaucoup de votre témoignage, Sophie. Merci Jérémy. Je vous invite à regarder la vidéo Fighting Cancer de Cancer at Work. Elle est très parlante sur le sujet. On mettra en lien l'ensemble des éléments pour ceux qui nous suivent. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions aussi tout au long du séminaire, oui. Dans la partie questions, chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure qu'elles apparaîtront. Alors, maintenant, je passe la main à Estelle qui va nous parler des aides du FIP en matière de maintien dans l'emploi. Alors, ce qui est important peut-être de dire, c'est que là, on va aborder donc à la fois avec Mathilde et à la fois en abordant les dispositifs que le FIP propose aux employeurs publics, les ressources dont vous pouvez disposer. Parce que c'est vrai que de la même manière que Anne-Sophie était dans une petite structure, les moyens peuvent vraiment différer d'une structure publique à une autre en fonction de la taille et des ressources. Donc, c'est important que vous puissiez vous sentir soutenu aussi par à la fois des organisations type l'ARCAT, donc qui vont pouvoir vous aider dans la prise en compte des situations, mais également que vous puissiez, si vous avez les ressources en interne, pouvoir mobiliser certains dispositifs. Si tu peux avancer, Jérémy. Donc, des dispositifs d'aide, alors à la fois qui sont financés pour partie par le FIPH FP, que vous pouvez retrouver dans le catalogue des interventions et qui sont, ce que je disais tout à l'heure, accessibles à la fois aux agents qui ont des restrictions médicales dans certains cas, alors pas toutes les aides, hein, mais certaines, et d'autres lorsqu'elles sont reconnues en situation de handicap. Donc, on a un panel d'intervention qui permet de suivre un peu la temporalité ou en tout cas les problématiques de la personne malade. Sur les aides que vous pouvez mobiliser, elles sont de différentes natures. Donc, vous avez des aides qui touchent au déplacement, par exemple, des aides sur l'aménagement du poste, des aides à la formation, puisque on l'a vu, les maladies invalidantes sont multiples et variées, et Mathilde va encore en parler. Vous avez par exemple des personnes qui peuvent avoir une sclérose en plaques et une problématique de mobilité ou de vue d'ailleurs, puisque l'impact de certaines pathologies est multiple. Les déficiences associées vont être variables. Donc en fait, le FIP, vous allez retrouver dans le catalogue un peu une sorte d'opportunité d'accompagner vos collaborateurs en fonction des conséquences du handicap. Donc, pour celles et ceux qui vont devoir à un moment donné revoir leur projet professionnel en fonction de l'incidence du handicap sur l'emploi, il y a des bilans de compétences qui sont proposés, des formations de reconversion pour les agents atteints d'une maladie invalidante et évolutive. Par exemple, dans le cadre de la formation, c'est 10 000 € par projet et c'est 60% de la rémunération qui est prise en charge par le FIPHFP. Donc, c'est des leviers permettant d'accompagner l'employeur et la personne aussi dans la réalisation du projet. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, vous avez les aides au déplacement dont j'ai parlé tout à l'heure, alors avec un certain nombre de plafonds, puisque vous avez aussi des dispositifs de droit commun que vous pouvez mobiliser par ailleurs. Et le FIP ne se substitue pas.
mais vient vraiment une fois qu'on a mobilisé les aides de droit commun pour pouvoir apporter un complément éventuellement à l'employeur. Alors, ce qui est important, c'est que contrairement à la GIFIP, c'est vraiment à l'employeur. C'est toujours le principe du public, hein. C'est à l'employeur qu'on finance les aides et c'est l'employeur qui prend à sa charge les dispositifs qui sont mobilisés. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc pour les employeurs qui ne sont pas conventionnés, le plafond des aides pour l'ensemble des problématiques de ces agents avec des restrictions handicapées s'élève à 40 000 € par an. C'est un plafond. Et pour les employeurs conventionnés, donc c'est-à-dire qu'ils signent une convention avec le FIPHFP, donc qui est on pourrait dire l'équivalent d'un accord dans le privé, vous avez des plafonds beaucoup plus hauts, puisqu'on peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros pour des gros employeurs publics qui ont pris un certain nombre d'engagements en parallèle. Donc il y a une possibilité d'intervention. Par contre, toutes les toutes petites aides, si demain vous avez besoin d'un repose-pied, si vous êtes tout ce qui va être inférieur à 200 € TTC n'est plus pris en compte par le FIPHFP puisque ça fait partie des aides qui sont liées à l'amélioration des conditions de travail et non à la compensation du handicap. On reste quand même dans la lecture des textes, hein, on a l'obligation de compenser le handicap et malgré tout, il y a cette ouverture sur les restrictions médicales qu'on peut toujours mobiliser. Je ne prends pas plus la parole parce que donc vous pouvez trouver le catalogue des interventions du FIP sur son site. Il est régulièrement mis à jour et il a fait l'objet d'une vraie mise à jour en début d'année. Donc, je ne peux que vous inviter à regarder les évolutions. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est que Mathilde, justement, puisse présenter son offre d'intervention en tant que PASS, une prestation d'appui spécifique, qui sont des aides, des dispositifs qui sont financés par le FIP et la GIFIP et donc accessibles aux employeurs publics et privés gratuitement, puisque déjà financés. Et donc, je pense que c'est un acteur de référence que vous pouvez mobiliser. Merci. Mathilde, c'est à vous. Juste, du coup, en termes de temps, vu qu'on a un petit peu avant. Vous avez un quart d'heure, 20 minutes. Vous avez un bon quart d'heure parce qu'on gardera 15 minutes de questions s'il y en a. Pour l'instant, il y en a pas. N'hésitez pas. Bon, ça marche. Merci. De toute façon, je pense qu'il y a des choses que Anne-Sophie a déjà abordées, donc je vais essayer de ne pas trop répéter. Alors, qu'est-ce que c'est l'ARCAT? Qu'est-ce que c'est que l'ARCAT? L'ARCAT, c'est une association à l'origine de lutte contre le VIH qui a été créée en 1985 et qui, au départ, visait l'amélioration des conditions de vie des personnes concernées par le VIH et par une hépatite. Ensuite, elle a été amenée, du fait de la chronicisation du VIH, à développer des actions d'insertion à destination des personnes concernées par le VIH qui, d'une perspective d'espérance de vie assez réduite, ont pu, avec l'amélioration des traitements, se projeter vers une reprise d'activité professionnelle. Et donc, c'est pour ça que ARCAT a développé au départ des actions d'insertion, c'est-à-dire d'accompagnement à l'emploi, et depuis plus de 10 ans est prestataire de la GFIP et du FIPHFP pour les prestations d'appui, les nouvelles prestations d'appui spécifiques et anciennement les prestations ponctuelles spécifiques. Alors, il y a quelques données intéressantes que vous vouliez nous partager sur notamment les ALD. Oui. Alors, au niveau des chiffres de la sécurité sociale, on peut noter qu'il y a 10,7 millions de personnes qui sont en affection de longue durée, donc qui représentent 35% de la population couverte par l'assurance maladie. Pourquoi on fait un petit focus là-dessus? C'est que le panel des maladies chroniques est assez large et du coup, ce n'est pas toujours évident d'identifier ce qui relève de la maladie chronique invalidante ou pas. Une des références, c'est la liste des 30 ALD reconnus par la sécurité sociale, même si en fait, il y a d'autres maladies qui ne sont pas encore intégrées à ce référentiel. Donc, nous, ça va nous servir, et notamment aux prescripteurs, ça peut servir d'outil de base pour orienter les personnes vers ARCAT.
Ce qui est intéressant également à noter, mais Anne-Sophie l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les personnes concernées par une maladie chronique, c'est 15% de la population active, avec une estimation à 25% en 2025, donc une personne sur 4, ce qui veut dire qu'on est tous amenés soit à connaître quelqu'un qui est concerné par une maladie chronique, soit à être concerné soi-même. Oui. D'où la nécessité aussi de le prendre en compte dans le cours de la carrière professionnelle et dans la nécessité d'aménager le poste de travail. Et puis, je vais essayer de faire lien avec l'intervention d'Anne-Sophie, peut-être aussi de privilégier une certaine qualité de vie au travail et peut-être de l'échange, de la confiance, qui amènera aussi les personnes peut-être à partager leurs difficultés et qui permettra aussi peut-être, plutôt que d'avoir des interventions tardives, d'avoir peut-être des interventions précoces pour pouvoir aménager le poste de travail, voire peut-être revoir l'organisation du collectif. Alors, du coup, quand on voit ça, on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est vraiment, du coup, une maladie chronique? Parce qu'on voit le tableau des affections durées et pour le coup, ce tableau, il n'est pas forcément exhaustif ou en tout cas précis dans ce qu'on peut attendre d'une définition. Alors, si on prend par exemple une pyramide, en bas, on retrouverait les ALD. Tout à fait. Alors, avec un deuxième niveau de définition qui est celui de l'OMS, qui définit la maladie chronique comme une affection de longue durée qui en général évolue lentement et qui nécessite un traitement et des soins à long terme, sauf que on se rend compte que c'est quand même un petit peu restrictif. Donc c'est pour ça que le Haut Comité de santé publique a donné une définition un peu plus détaillée, donc qui définit la maladie chronique comme un état pathologique de nature physique, psychologique ou cognitive. Alors c'est vrai que moi je vais faire plutôt me concentrer sur les maladies chroniques se manifestant par un état pathologique de nature physique, parce qu'il y a d'autres prestataires PASS qui interviennent pour les maladies chroniques d'ordre psychique ou cognitive. On va considérer qu'une maladie est chronique à partir du moment où elle a une ancienneté de 6 mois, c'est-à-dire que la personne est dépendante d'un traitement et la maladie ne va pas disparaître au-delà de, la personne vit avec cette maladie et ça perdure au bout de 6 mois. Et surtout, la maladie va avoir un retentissement sur la vie quotidienne. Donc, le Haut Comité retient au moins un des éléments, mais souvent, on va voir que c'est cumulatif. Donc, les personnes vont avoir une limitation dans la réalisation de des activités de la vie quotidienne ou de leur participation sociale, c'est-à-dire pour soit aller travailler, soit avoir des activités extra-professionnelles. Mais c'est surtout et souvent une dépendance à plusieurs médicaments, à plusieurs traitements médicaux, traitements médicaux, la nécessité d'adopter un régime spécifique. Il peut y avoir aussi des interventions médicales récurrentes. Je pense à des personnes qui vont avoir une séance d'orthophonie 1 à 2 fois par semaine. Vous parlez tout à l'heure, Estelle, des scléroses en plaques. Ça, c'est vraiment une maladie qui a de multiples répercussions. Et du coup, les personnes vont être amenées à devoir entraîner leur mémoire, des fois retrouver certaines capacités de langage. Ça peut être aussi l'intervention d'un kiné à domicile, par exemple pour des personnes qui vont avoir la mucoviscidose et qui ont besoin de manipulation tous les jours pour pouvoir respirer et aller travailler ensuite. Ou ça peut être des personnes qui vont avoir des atteintes motrices et qui doivent éviter l'engourdissement et qui doivent mobiliser les différentes parties de leur corps pour pouvoir continuer à mener une vie relativement normale. Donc, on voit qu'il y a plusieurs retentissements sur la vie des personnes et qui nécessitent effectivement pour les personnes de s'inscrire des fois dans un parcours de soins qui est plus ou moins long, qui est plus ou moins qui va prendre plus ou moins de place dans la vie quotidienne et qui va aussi nécessiter des démarches des fois sur le plan social parce qu'il faut aménager le domicile, parce qu'il y a des appareillages à prendre en compte qui ne relèvent pas forcément du professionnel non plus. Donc, ça demande aussi une gestion administrative importante pour les personnes. Donc, si on doit récapituler, résumer, Mathilde, ça donne quoi les critères? Alors, donc, si
très schématiquement et très brièvement, donc la maladie chronique évolutive va avoir des impacts, on l'a dit, sur différents organes du corps. Et donc, nous n'accompagnons pas les personnes qui ont une maladie donc, psychologique ou cognitive. Donc, la personne doit être malade depuis plus de 6 mois et doit être limitée au niveau de ses fonctions. Elle doit dépendre de traitements médicaux et avoir une nécessité de soins. Alors après, c'est vrai que tout à l'heure, Estelle évoquait également l'errance diagnostique. On parle de dépendance à des traitements. Il y a des personnes qui vont avoir un traitement assez calé et ajusté à la maladie. Mais il y a des personnes aussi qui nous sont orientées, qui sont des fois en errance diagnostique, qui n'ont pas de diagnostic, et donc du coup qui vont avoir un traitement qui est soit que des antidouleurs, enfin des choses, enfin des palliatifs, mais qui vont pas du tout permettre de freiner, enfin qui ne permettent pas de freiner et de ralentir la maladie. Comme dans la fibromyalgie, par exemple. Par exemple, et puis je pense à certaines maladies rares où les personnes sont en cours d'examen, mais en fait la phase de mise en culture, etc., enfin, va prendre 1 an, des fois 1 an et demi, et donc pendant toute cette période-là, les personnes, elles sont un peu dans l'incertitude. Il va y avoir des choses qui sont mises en place, mais des fois, c'est pas efficace, et c'est aussi des fois ce qui va freiner la reprise d'activité, parce qu'en fait, l'état de santé n'est pas stabilisé. Ce qui est compliqué également avec la maladie chronique, c'est son caractère évolutif et incertain, parce que la médecine fait beaucoup de progrès et dans plein de domaines, mais qui dit maladie rare parfois, ou en tout cas maladie avec peu de personnes concernées, la recherche en face, souvent, on est le reflet également, et plus lente. Ça marche. Alors, tout à l'heure, j'ai abordé les conséquences ou les séquelles, on va dire, d'une maladie chronique et en ciblant sur le cancer. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément des conséquences justement sur la vie professionnelle, que ce soit à un niveau individuel ou à un niveau collectif? Tout à fait. Donc, en fait, vous l'avez évoqué également dans votre introduction, la maladie chronique, elle apparaît souvent en fait à l'âge adulte, et souvent une fois que la vie a démarré, c'est-à-dire que les personnes vont avoir un emploi, souvent une situation familiale, etc. Et donc, c'est vraiment une rupture dans la trajectoire individuelle. Alors, c'est vrai que vous parliez du trauma, et beaucoup de personnes décrivent ce que vous évoquiez tout à l'heure, le fait d'être complètement stoppé et de devoir recomposer avec cette nouvelle donnée qui est la maladie, cette nouvelle identité, et donc qui va nécessiter des aménagements ou des réaménagements de la vie quotidienne, que ce soit professionnel ou sur un plan personnel. Et c'est vrai que le trauma, il y a trauma parce qu'il y a certaines personnes qui, notamment, faisaient le travail qu'elles avaient toujours voulu faire et qui, une fois qu'elles connaissent cette phase de maladie, ne peuvent plus du tout l'exercer et doivent envisager une reconversion professionnelle. Et donc, du coup, il y a aussi cette phase de deuil à mener et qui est nécessaire pour pouvoir se projeter vers un nouveau projet professionnel. Mais c'est également compliqué parce qu'en fait, il y a une incompréhension souvent de l'entourage, que ce soit l'entourage professionnel et personnel, de ce que vit la personne. Parce ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que la maladie chronique, ce qui la caractérise souvent, c'est quand même son invisibilité. Alors, ça dépend des maladies, mais c'est vrai que nous, ce qu'on observe dans toutes les situations qu'on rencontre, c'est finalement cette invisibilité qui est qui peut être un avantage dans le cadre d'une recherche d'emploi, et puis enfin en fonction des phases et des étapes de la vie, mais qui est également un vrai facteur de rejet ou qui nécessite en fait pour les personnes de se justifier, puisque cette invisibilité fait que vous comme moi, on pourrait avoir une maladie et l'entourage ne va pas l'apercevoir. Donc du coup, ça incite les personnes à toujours devoir se justifier, dire pourquoi elles rencontrent telle ou telle difficulté, ou pas le faire, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va mettre en difficulté. Et cette invisibilité, elle peut aussi, elle va générer souvent du stress, du découragement, puisqu'il faut soit toujours expliquer à son entourage ce qu'on vit,
soit les personnes vont avoir tendance aussi à surcompenser, à vouloir tout faire comme avant pour pas avoir à expliquer, pour pas avoir à demander. Et on a beaucoup de personnes qui arrivent à ARCAT suite à un épuisement qui n'est pas tant celui de la maladie que celui de la difficulté qu'elles ont pu rencontrer à partager leur situation, à l'exprimer et parfois à l'absence d'accompagnement qu'elles n'ont pu avoir parce qu'elles ne sont pas allées forcément le chercher parce que effectivement tout le monde, les personnes se perçoivent malades et pas forcément handicapées. On est encore sur de fortes représentations de la personne handicapée avec des problèmes moteurs et ça s'arrête là. Souvent, les personnes nous disent oui, les handicapés. Oui, c'est souvent l'image qui est associée, hein, je le disais sur les stéréotypes tout à l'heure. Alors, peut-être, Mathilde, quelques petits conseils pour savoir comment faire justement pour accompagner aujourd'hui dans l'entreprise alors que ces personnes sont malades et comment accompagner aujourd'hui des personnes malades, entre guillemets, hein, quand tout est pensé pour les personnes en bonne santé. Alors, c'est vrai qu'on est effectivement dans une société où, pour l'instant, vous le disiez bien Anne-Sophie tout à l'heure, santé et travail, c'est pas des notions qui vont ensemble. Et puis que les situations sont multiples, qu'il y a autant de situations que de personnes. Donc, la nécessité, c'est vraiment de remettre la personne au centre pour aller voir avec elle, identifier quels sont ses besoins. Dans la mesure où on est où maintenant il y a quand même une offre médicale existante et conséquente, c'est important aussi de pouvoir dédramatiser puisque les traitements médicaux vont permettre aux personnes d'envisager une reprise d'activité. Donc, c'est de mener aussi cette réflexion sur, je l'évoquais au démarrage, qu'est-ce qui peut favoriser la qualité de vie, le bien-être au travail, quelle politique de santé on peut mettre en place, puisque souvent la difficulté des employeurs, c'est de ne pas pouvoir parler explicitement de la santé de leurs employés, mais par contre proposer des aménagements, des fois qui vont peut-être déborder aussi un peu le cadre de la santé. Je pense des fois des choses autour de la garde d'enfants ou vous savez la flexibilité des horaires avec des horaires un petit peu différenciés en fonction des salariés. Ça permet aussi aux personnes de se dire tiens, moi je peux exposer plus facilement ma situation. Repenser l'organisation du travail et la répartition, mais ça vraiment de manière collective en impliquant les personnes concernées dans le processus de réflexion, parce que sinon, ça peut aussi créer des tensions dans le collectif. Des fois, le sentiment qu'il y a des privilèges. Des privilèges, merci. Et donc, du coup, forcément, l'inégalité, l'inéquité va créer des tensions. Et puis, c'est peut-être être attentif aux signaux qui peuvent alerter sur la situation d'un salarié, le retard, les absences, pour essayer d'engager la discussion. Et si une personne comme Anne-Sophie vient évoquer le fait qu'elle va être amenée à être absente, c'est essayer de maintenir le lien pendant les arrêts maladie. Alors, c'est vrai que l'employeur directement n'a pas forcément cette possibilité-là, mais il peut s'appuyer peut-être sur le service de prévention ou sur les institutions, les représentants du personnel pour le faire. Donc ça, c'est des choses, il y a déjà des expérimentations qui ont été faites et qui ont bien fonctionné et qui ont facilité le retour en poste des personnes. Alors, Mathilde, du coup, l'ARCAT, vous accompagnez 150 personnes en 2021. Vous avez une expérience de 20 ans. À qui s'adressent vos prestations aujourd'hui? Alors, donc principalement aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, aussi bien les personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé, les personnes bénéficiaires de l'allocation, adultes handicapés, d'une pension d'invalidité, les invalides de guerre, enfin, il y a toutes les catégories de la loi. Toutes les catégories de la loi, mais ça peut également s'adresser aux personnes qui ont déjà déposé la demande auprès de la MDPH, qui n'ont que l'accusé de réception, mais voilà, dès qu'elles ont l'accusé de réception, elles peuvent être orientées vers ARCAT.
Et il y a une prise en charge automatique qui se fait. Et il y a une prise en charge automatique puisque, comme vous le disiez Estelle, c'est pris en charge par le FIPH. Alors, quelles sont assez synthétiquement, hein, les prestations que vous pouvez proposer pour accompagner justement sur… Oui, tout à fait. Donc là, c'est le schéma général des prestations, mais plus spécifiquement concernant les personnes, les agents en activité. Il y a une première prestation qui s'appelle le bilan complémentaire, donc c'est la phase 2, qui est une prestation assez courte de 10 heures environ, qui permet de faire déjà une première évaluation de la situation de la personne et de voir quelles sont les autres actions et les éventuelles prestations à mettre en œuvre ensuite. Ça permet, quand la personne a notamment… alors, ça peut s'adresser soit à des personnes qui viennent d'avoir un diagnostic, ou en tout cas qui ont besoin de faire le point sur leur situation. Et ça peut également s'adresser à des personnes qui seraient en arrêt maladie et qui ont besoin de refaire le point sur l'évolution de leur situation et de voir ce qu'elles peuvent envisager. Et puis commencer à réfléchir aussi à leurs besoins d'aménagement, de compensation, d'organisation et éventuellement à leur souhait de reconversion de changement de carrière. Ensuite, il y a la phase 3, donc c'est le travail sur le projet professionnel qui va plutôt s'adresser aux personnes qui doivent retravailler leur projet professionnel parce qu'il y a nécessité de se reconvertir car l'état de santé ne permet plus de travailler. La phase 4, donc là, ça va plutôt s'adresser aux équipes et aux agents qui vont intégrer un poste. Par exemple, quelqu'un est muté, on sait qu'il a une reconnaissance du handicap. On peut intervenir aussi bien auprès des managers et du collectif qu'auprès de l'agent pour voir quels sont les besoins d'aménagement, d'organisation ou juste des fois les points de vigilance. Et enfin, il y a la phase 5 qui va plutôt là s'adresser à des personnes de retour d'arrêt maladie ou bien des personnes justement, je l'évoquais tout à l'heure, qui vont avoir des absences récurrentes et où il y a un risque en fait d'arrêt maladie ou de décrochage. Et donc là, on va également intervenir soit auprès des managers et du collectif de travail, soit auprès de la personne. À chaque fois, l'idée, c'est de donner une meilleure compréhension de la situation, d'outiller les managers ou les encadrants sur l'accompagnement de leurs agents, voir comment communiquer aussi auprès du collectif, voir quels sont les besoins matériels. Alors, nous, on va beaucoup travailler aussi avec soit les services de santé, et on fait appel aussi à des ergothérapeutes et des ergonomes en tant que prestataires en fonction des besoins qu'on peut repérer. Je dirais que, voilà, juste pour finir, ce qui va un peu caractériser notre intervention, c'est essayer de favoriser la communication entre les différentes parties en tenant compte en fait des besoins et des enjeux de chaque acteur, puisque, alors, je ne sais pas si on peut parler de rentabilité, mais en tout cas, forcément, en tant qu'employeur, on n'a pas les mêmes enjeux qu'en tant qu'agent. Donc, on va essayer de considérer tout ça. Alors, on a une question, peut-être, on a une question pour Mathilde sur une maladie invalidante et télétravail. Oui. Comment accompagner au mieux ces personnes dans une situation d'isolement? Alors c'est vrai que le télétravail est plutôt vu comme une opportunité pour les personnes qu'on accompagne parce que ça nous permet de limiter les temps de transport. Pour autant, effectivement, il y a la question de l'isolement. Et c'est vrai que, mais est-ce que c'est spécifique aux personnes qui vivent avec une maladie chronique? Je ne sais pas. C'est peut-être de favoriser la communication et d'avoir des échanges réguliers avec les personnes, mais également de voir si le domicile est adapté au télétravail. Est-ce que la personne dispose de tous les équipements? Parce qu'on n'est pas tous… des fois, il y a quand même des besoins spécifiques en termes juste de siège, d'écran, d'ordinateur. Et c'est vrai que ça, c'est important de faire le point sur les aménagements matériel. Sur l'aspect organisationnel, l'avantage du télétravail,
pour une personne concernée par une maladie chronique, c'est qu'elle va pouvoir gérer ses douleurs, elle va peut-être pouvoir gérer son emploi du temps et la répartition de ses activités sur la journée. Donc, c'est peut-être aussi d'avoir un temps d'échange sur peut-être quels sont les moments où elle doit être joignable, connectée, mais voir aussi si il est possible peut-être d'aménager des temps de pause dans la journée, quitte à décaler les horaires de travail sur la fin de journée en fonction des besoins. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir ce temps d'échange et d'explorer un petit peu les besoins de la personne et quel est son rythme pour peut-être encadrer au mieux le télétravail. Oui. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas. Je suis passée très vite dessus tout à l'heure, mais les personnes vivant avec une maladie chronique vont vraiment avoir à gérer beaucoup de douleurs. Vous l'avez tous évoqué, hein, la question de la fatigabilité et de la fatigue. Mais c'est vrai que souvent, ce qui remonte dans les personnes qu'on accompagne, c'est le besoin de temps de pause. Donc, c'est vrai que le télétravail là-dessus est un vrai gain du moment que c'est cadré et encadré et que ça peut être communiqué avec l'encadrement. Merci, Mathilde. Enfin, convenu, plutôt. Et donc, oui, pour orienter des personnes, voilà. Donc, il y a la fiche de prescription qui peut être complétée aussi bien par les employés, enfin, par les managers que par le médecin, mais également par le Cap emploi sur l'axe maintien. C'est ça, effectivement. Dans le cadre de la fonction publique, vous avez la possibilité, quand vous êtes conventionné, d'être autoprescripteur des prestations d'appui spécifiques, oui. alors que si vous n'êtes pas conventionné en tant qu'employeur public, il faut passer par le service public pour l'emploi, c'est-à-dire Pôle emploi, Cap emploi, oui. ou encore les missions locales qui sont des prescripteurs. Oui. Voilà. Ok. Donc, voilà. Ça peut être les services sociaux, etc. Merci Mathilde pour votre intervention qui montre que pour le coup, on peut vraiment accompagner progressivement et en mettant en place des moyens d'action concrets les maladies chroniques. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Non, alors j'ai répondu aux questions qui étaient posées. Donc, les personnes présentes souhaiteraient avoir les contacts d'EPAS, donc on le remettra à disposition. Il y avait une question sur le rendez-vous de liaison dont a parlé Anne-Sophie, donc qui a été institué par la loi du 2 août 2021, donc sur la loi de santé au travail, et dont on attend encore un décret pour la durée, enfin pour savoir à quel moment se déclenche ce rendez-vous de liaison qui permet de pouvoir anticiper les conséquences d'une problématique de santé durable. Donc, cette logique de pouvoir prévenir et anticiper à la fois le retour et aussi de pouvoir peut-être se prévaloir de nouvelles pistes d'action avant même que la personne ne revienne. Et puis, c'est aussi créer ce temps d'échange, vous l'avez toutes les deux dit, ce temps d'échange important, enfin finalement ce lien qu'on peut garder. Alors, on est extrêmement frileux dans la fonction publique en général, même dans le privé, à continuer à avoir un lien pendant la période d'arrêt maladie. Il faut savoir qu'il peut y avoir des liens, mais qu'il faut qu'ils soient encadrés. Évidemment, on ne va pas demander aux personnes de travailler, mais le lien social est extrêmement important. Et nous, on le voit très, très souvent. Alors, on a une question qui vient d'arriver de Margot. Bonjour, les aides techniques d'aménagement de postes financées par le FIP sont-elles applicables dans le cadre du télétravail? Oui, elles sont applicables dans le cadre du télétravail également. Donc, c'est une enveloppe globale aujourd'hui qui est à disposition de l'employeur sur ce lieu de travail ou sur le travail en distanciel. Donc, vous pouvez le mobiliser. Ce que je pense qui est très important, c'est que vous considériez que vous n'êtes pas seul. À la fois, vous pouvez faire intervenir des prestataires spécialisés, comme les PASS, des partenaires extérieurs comme peut-être Cancer at Work ou d'autres structures existantes, des associations ou autres, et qu'elles sont vraiment d'un grand recours. Et je pense que vous pouvez aussi associer vos organismes d'assurance ou mutuelles quand vous en avez, notamment dans le cadre de la prévention. Parce que ça peut être un lien extrêmement fort. On l'a vu qu'il y a des cancers
notamment qui peuvent être évitées, mais des maladies cardiovasculaires également quand on détecte ces pathologies en avance de phase. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, alors d'autres questions qui viennent d'arriver. Est-ce que d'autres maladies invalidantes vont être abordées dans de futures interventions? Alors pour le moment, ce n'est pas prévu, mais n'hésitez pas à nous faire suivre si vous avez des problématiques, parce que peut-être que vous pouvez aussi contacter certains partenaires type PASS qui peuvent vous accompagner, vous aider. On a Nadia qui nous demande si c'est pas le médecin du travail qui fait la prescription. Ça peut être l'assistante sociale Voilà. d'une collectivité. Donc ça dépend. En fait, c'est pas nécessairement le médecin du travail qui fait la prescription. Parce qu'elle prescrit le manager ou l'employeur directement. Je pense que c'est possible. C'est possible, en fait, ça dépend des organisations. Souvent sur recommandation du médecin du travail, c'est-à-dire qu'il y a toujours un lien avec l'emploi qui est important. Et les services de santé au travail doivent être forcément impliqués aujourd'hui dans l'accompagnement des collaborateurs et la recherche de solutions. Donc, c'est vraiment important. Alors, on nous demande les tarifs d'intervention de l'ARCAT, donc c'est gratuit. C'est déjà financé par le FIP et la GFIP, donc c'est pas gratuit parce que, évidemment, tout travail mérite salaire, mais c'est aujourd'hui pris en charge par les partenaires FIP et AGFIP pour l'ensemble des employeurs publics et privés. Donc, vous pouvez en bénéficier. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez, par rapport à la question qui a été posée, il y a beaucoup de personnes qui nous appellent pour poser des questions sur les maladies chroniques, soit en termes de dispositifs, soit en termes de compréhension, soit savoir si ça relève bien d'une maladie chronique. Donc ça, il ne faut pas hésiter, il y a toujours une collègue pour répondre. Et nous avions une question également préalable à ce webinaire qui était comment accompagner au mieux les personnes et leur faire comprendre en gros l'impossibilité de reclassement sans risquer justement une reclassification en discrimination au vu du principe raisonnable d'aménagement. Alors, sur ce point, très clairement, il est vraiment nécessaire d'accompagner la personne sur le deuil de son ancien métier. Et quand il n'y a plus de possibilité interne pour reclasser une personne ou aménager des situations de travail afin qu'elle puisse continuer à exercer un métier, dans ce cas, il faut vraiment envisager de travailler sur l'employabilité, le développement des compétences et l'accompagnement à la recherche d'un nouvel emploi, même si c'est en externe. On est quelquefois bloqué, en tout cas, par des situations concrètes et existantes. Donc, pour le coup, il faut quelquefois sortir de sa zone de confort pour aller chercher plus loin. Et donc, là, c'est vraiment un travail d'accompagnement dans la durée qui peut être fait notamment avec des prestataires PASS ou avec des Cap Emploi. Cap Emploi, oui. Alors, juste là-dessus, pour éviter le risque discriminatoire, enfin, il n'y a qu'une réponse. Hein, c'est l'inaptitude, c'est le médecin du travail qui la pose. Hein. C'est pas l'employeur, c'est pas le manager qui décrète que quelqu'un est inapte à son poste. Donc attention, pour moi, le garde-fou, et c'est pour ça que ce sont des acteurs à mobiliser et sur lesquels il faut, avec lesquels il faut travailler, c'est bien le service de santé au travail et le médecin du travail qui va décréter d'une inaptitude. Et en aucun cas, un manager, un RH, un référent handicap. Donc là-dessus, c'est le garde-fou pour le risque, entre guillemets, de discrimination et avec après un certain nombre d'obligations réglementaires à suivre, l'obligation de proposer la PPR aujourd'hui dans les 3 versants de la fonction publique et donc de pouvoir travailler au parcours de reconversion des personnes. Donc, voilà, il y a aujourd'hui une obligation d'accompagner les personnes qui prend la forme du reclassement et de la PPR, mais derrière, c'est vraiment le médecin qui pose les décisions qui concernent la santé. Merci de ce complément. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais alors par exemple, la sclérose en plaques. Laurence, pour la sclérose en plaques, je vous propose peut-être de contacter Mathilde Vion indépendamment pour que vous puissiez poser vos questions sur ce sujet. Je te laisse clôturer, Jérémy, puisque pour les questions. Pour le coup, effectivement, vous pourrez retrouver le replay de nos différents webinaires sur le site handipact-idf.org. Ça, c'est la première chose. Vous retrouvez aussi
base documentaire qui peut vous aider dans vos différentes missions. Cet après-midi, en début d'après-midi, on vous enverra un petit mail qui comportera notamment le support de présentation, un petit questionnaire d'évaluation à compléter pour nous faire vos retours. On vous donne rendez-vous le 12 avril pour le prochain webinaire qui sera sur l'accessibilité numérique et le handicap visuel. Je remercie vraiment nos intervenantes de ce matin pour la qualité de leur intervention, justement, et pour leur participation volontaire et active. Merci Estelle. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et nous vous souhaitons une très belle journée. Merci encore de votre attention et de votre participation. Merci Mathilde, merci Anne-Sophie, merci Jérémy. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.